Est-ce que tu rêves de devenir un jour richissime au point de pouvoir lancer des billets partout? Ou alors peut-être que toi tu rêves plus d'inventer les choses et de retrouver tes inventions chez les gens. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal d'inventeurs qui réussissent, mais il y en a aussi quand même pas mal qui se font littéralement plumer. Entre ceux qui ont oublié de déposer le brevet ou ceux qui se sont fait avoir par l'industrie chinoise, eh bien il y a de tout. Des inventeurs qui auraient pu devenir millionnaires, voire même milliardaires pour certains, mais qui au final n'ont rien eu. On voit ça ensemble. C'est quoi cette histoire? Ça paraît un peu farfelu ton truc. Et pourtant Léon, certains oublient de déposer les brevets pendant que d'autres eh bien, font littéralement don de leurs inventions. Enfin, tu vas vite voir où je veux en venir. D'ailleurs, on commence avec le premier. Tu connais le handspinner? Eh bien, ça a été inventé par Catherine Ettinger, une personne de 70 ans qui vit aux USA. Cette dame a une vie plutôt difficile. Elle a du mal à payer son loyer, des problèmes de voiture qui fonctionnent une fois sur deux, et les fins de mois sont rudes pour elle. En 1990, elle a inventé le fameux handspinner. Elle n'a rien touché sur son invention car il différait un petit peu de celui qui cartonnait dans le monde. En 1992, elle a déposé un brevet. C'est sur ce brevet que les fabricants s'appuient pour créer les handspinners actuels. Hasbro, une société qui est très intéressée de ce handspinner, n'a finalement pas donné suite. En 2006, eh bien, Catherine doit renouveler le brevet. Tu sais, tu dois le renouveler de temps en temps, et à ce moment-là, eh bien, elle ne peut pas parce que le renouvellement du brevet coûte 400 $ et elle ne les a pas. À ce moment-là, elle n'aurait jamais pensé du succès que ça allait avoir, et elle dira beaucoup plus tard au journal The Guardian qu'elle est ravie que son invention finalement plaise et que de toute façon seulement 3% des inventeurs peuvent réellement gagner de l'argent avec leurs inventions. Elle rajoutera même qu'elle a vu des inventeurs hypothéquer leur maison et tout perdre. Bon, elle a quand même été voir des juristes pour voir si elle pouvait éventuellement récupérer un petit peu d'argent parce qu'elle avait le projet de créer une société de jouets. Bah ça va, elle ne l'a pas trop mal pris. Moi je serais un peu deg quand même. Allez, on passe à la deuxième invention, l'overboard. Techniquement, ça a été inventé par Shan Chen, un sino-américain de 70 ans qui rêvait d'inventer le fameux skate volant de Retour vers le futur. Overboard? En 2012, il a créé l'Overtrax et a bien déposé son brevet. Alors l'Overtrax, c'est en fait une planche avec 2 roues motorisées. Le problème, c'est que c'était très cher. Environ 1000 $ par Overtrax. Alors, il en a vendu quelques milliers, mais à cause du prix exorbitant de l'invention, eh bien, ça n'a pas eu le succès escompté. Par contre, peu de temps après, eh bien, l'industrie chinoise a volé son invention pour créer l'overboard avec un coût de fabrication extrêmement moins cher. On parle là de 4 fois moins cher. Et ça a connu un succès monstrueux. Notre cher inventeur va nous dire qu'il y a plus de 1000 usines en Chine et qu'il est totalement impossible de se défendre. En fait, le gars était plutôt résigné puisque 6 de ses inventions précédentes avaient déjà été volées. Ah, pas cool du tout cette histoire. Ça doit faire bien mal. On passe maintenant à un jeu de société incroyable. Moi, ça a bercé ma jeunesse. Je me souviens encore des parties et je me souviens à quel point j'étais deg de perdre tout le temps. Je parle là du Dr Maboul. Le principe du jeu, eh bien, c'est relativement simple. Tu as un plateau qui représente un patient et tu dois aller chercher des organes sans toucher eh bien, le plateau. Je te mets une vidéo, ce sera plus facile d'expliquer ça. Nous sommes en direct du bloc opératoire. Il s'agit d'enlever le papillon chatouilleur. C'est très difficile. Oh là là. Vite maintenant, l'os rigolo. Quel suspense. Attention. Oui, c'est gagné. Alors, son inventeur, c'est John Spinello. Et il a inventé le Dr Maboul il y a plus de 50 ans. Et très vite, eh bien, il va vendre son invention 500 $. En 2014, John Spinello eh bien, doit faire une opération ultra importante, mais il n'a pas les fonds. Il va devoir faire des appels aux dons des internautes pour pouvoir payer la dite opération. Et là, certains estiment que s'il n'avait pas vendu les droits du Dr Maboul, cette invention aurait pu lui rapporter
40 millions de dollars. De quoi largement payer les médecins et peut-être même la chambre individuelle. Oh, c'est trop triste d'en arriver là. Ça me fait mal au cœur. Allez, on passe à une invention que tu connais certainement, le post-it. Et ça a été inventé par le docteur Spencer Silver. En fait, ça a été inventé par accident au sein de l'entreprise 3M, une entreprise de papeterie aux États-Unis dans les années 1960. Je t'ai dit par erreur parce qu'en fait, cette personne a inventé la colle qui ne colle pas. Alors, au début, ses collègues riaient beaucoup de ce process, mais très vite, un de ses collègues va avoir des petites idées pour la colle qui ne colle pas. Il s'agit de Arthur Fry, qui va utiliser cette invention pour créer un marque-page collant que tu peux décoller et replacer à n'importe quelle page de ton livre. Bon, il y a des tests qui sont faits et finalement c'est très peu concluant. Enfin, jusqu'au jour où un nouveau directeur marketing arrive dans la boîte. Il reprend l'idée et le nomme Post-it Note. En 1990, c'est un succès énorme aux USA. En 1991, les post-it inondent l'Europe. Une réussite incroyable, cependant, ni Spencer Silver ni Arthur Fry ne toucheront un centime de leur invention. Par contre, l'entreprise, elle, si. Oh là, toujours la même chose. Chacun pour soi, et on est mieux, hein? Quelle mentalité. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as à tes pieds? Des chaussures? Des Nike? Est-ce que tu sais que le logo Nike a une histoire particulière? Et promis, cette fois-ci, elle se termine vraiment bien. Tu verras très vite, Léon, que tout le monde n'est pas pareil. On est dans le début des années 70 et Phil Knight, qui est le patron de Blue Ribbon Sport, une petite société d'importation d'articles de sport, décide de créer sa marque. Il se met alors à la recherche d'un nom et d'un logo. Un de ses employés va lui suggérer la déesse Nike, qui est la déesse grecque de la victoire. Cette idée lui plaît, il décide donc que Nike sera le nom de la marque. Bon, il lui manque plus qu'un logo, et là, il voulait une sorte de ligne qui symbolise le mouvement. Il emploie donc une jeune étudiante en art graphique pour lui créer des esquisses de logo. Cette graphique, c'est Caroline Davidson, et elle va créer le logo Nike. En juin 1971, elle présente la fameuse virgule et Phil Knight prend la décision que ce sera le logo de sa marque, représentant les ailes de la déesse Nike. Bon, la graphiste sera payée pour son travail, 35 $ pour les 17 heures que ça représentait. Très vite, la marque Nike devient un succès mondial. Bon, je t'ai dit que cette histoire allait bien se terminer. Phil Knight, quelques années plus tard, décide de faire don d'actions de sa compagnie à la graphiste pour une valeur actuelle de 640 000 $. Comme quoi, il faut jamais négliger les dessins des jeunes étudiants. Elle est belle cette histoire, tu trouves pas, Cathy? Ça fait du bien d'entendre une histoire comme ça pour une fois. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Allez, on passe à une invention folklore, le karaoké. Bah oui, ça a été inventé un jour. L'inventeur, c'est Daisuke Inoue. En fait, l'idée de départ, c'est qu'il était invité à jouer, faire une performance devant quelques-uns de ses amis, mais pour des raisons professionnelles, il pouvait pas. Alors, il s'est dit, je vais enregistrer sur une cassette ma performance et les gens pourront chanter dessus. En 1971, il commence à louer des machines dans les bars de Kobe. Il s'agissait de radiocassettes mis avec des amplificateurs pour faire de la musique. Bon, il fabriquait ça avec des amis, un petit peu de bidouillage et puis voilà. Mais Roberto Del Rosario, aux Philippines, entend parler de cette invention. Il décide de fabriquer ses propres machines et entre 1983 et 1986, il dépose une vingtaine de brevets. Ça devient un succès phénoménal et il devient extrêmement riche. C'est bien trop tard pour Daisuke qui va perdre le procès. Il était trop tard. Bon, ce dernier a décidé d'être extrêmement fair-play et ne tenir aucune amertume envers Roberto. En 2006, il nous explique qu'il n'a fait qu'assembler des choses qui existaient déjà et finalement, son invention n'avait pas lieu d'être nommée une extraordinaire invention. Dommage pour lui. Avec le karaoké, il aurait gagné un sacré pactole. Bon allez, on se fait une belle invention. Il s'agit du gel hydroalcoolique.
Je pense qu'on en a tous utilisé pendant la période du Covid. Bon, j'imagine bien que tout le monde préférerait oublier cette période. Mais ici, eh bien, les choses sont plutôt belles et elles nous montrent que tout n'est pas une question d'argent. On parle là du professeur Pittet. Ce médecin, infectiologue suisse, va créer le gel hydroalcoolique. En fait, tout commence avec une étude de combien de fois il faudrait se laver les mains pour éviter d'infecter les patients. Il va donc se pencher sur la question d'un gel qui permettrait de se laver les mains rapidement, sans perdre de temps, à n'importe quel moment de la journée, n'importe où, sans eau et surtout sans avoir à se déplacer vers un lavabo. Il va créer un gel composé d'alcool, d'eau et de glycérine. En 1992, ses recherches lui montrent qu'un médecin, qu'un personnel soignant devrait se laver les mains 22 fois par heure pour éviter d'infecter les patients. Ça représente environ 30 minutes par heure, du coup, clairement impossible. C'est là que lui vient l'idée de créer le gel hydroalcoolique. Bon, il a parcouru un petit bout de chemin pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Et cet homme a fait don de son invention directement à l'OMS. S'il n'avait pas transféré ses droits, il aurait pu gagner plus d'1,5 milliard de dollars par an. En 2007, il a été nommé commandeur de l'ordre de l'Empire par la reine Elisabeth II d'Angleterre. C'est la plus haute distinction anoblissante que l'Angleterre peut fournir à un étranger. Eh, le titre, il a pas craché dessus, hein. Waouh! C'est un beau geste pour l'humanité qu'il a fait avec cette invention. C'est très inspirant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et si tu crées des inventions, oublie pas de les protéger avec un bon brevet. Et surtout, rappelle-toi que l'argent n'est pas le plus important. Bon, je vais vraiment terminer cette vidéo avec cette phrase. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!